Hervé Morin, vous êtes très dissipé. Bonjour madame. J'en parlais à l'instant. 11 000 migrants sont arrivés depuis une semaine à Lampedusa, c'est au sud de l'Italie. Cette question, elle divise la classe politique. La vérité, elle est où? Est-ce qu'elle est du côté de la droite ou du RN qui parle de submersion migratoire, ou est-ce qu'elle est du côté de la gauche qui invoque un devoir de solidarité? Tout d'abord, Alix Bouyaguet, bien sûr qu'il faut lutter contre l'immigration illégale et irrégulière. Mais d'abord, il y a des drames humains. On finit par les oublier. On finit par oublier les milliers de morts chaque année sur la Méditerranée. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que derrière tout ça, il y a des drames. C'est-à-dire aussi des femmes et des hommes qui n'ont aucun avenir dans leur pays parce que les fonds publics sont détournés, parce qu'il n'y a aucun modèle de développement, aucune perspective de modernisation et de trouver son avenir et de construire sa famille dans son pays. Jamais oublier ça. Deuxièmement, ce que j'entends là, je l'entendais déjà il y a 20 ans. On a toujours le même discours. Parce qu'au bout du compte, on n'a pas de solution pour dire l'immigration irrégulière, c'est terminé. Celui qui vous dit ça, il ment. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Mélanie. Certains disent, pourquoi pas un blocus, c'est-à-dire des navires au large, bien sûr. comme ça se fait en Australie. Oui, bien sûr. Quelle est la solution? On va mettre des milliers de kilomètres de clôture sur les côtes de France. Et on va fermer la totalité de l'espace Schengen. Tout ça n'a bien entendu aucune réalité. Aucune réalité. Et donc, très clairement, oui, il faut lutter au maximum. Oui, il faut augmenter les moyens de Frontex. Oui, il faut créer les conditions pour que, lorsqu'il y a une demande d'asile, elle soit examinée à l'extérieur des frontières. Et puis, il y a aussi des mesures qui sont des mesures françaises. C'est pas simplement la question européenne. Quand on a aussi peu d'obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées. On était, il y a... Gérald Darmanin, il a un objectif de 80%, oui, il est à 6%, voire 100% de QTF. Il est à 6% pour l'instant. On était à 20% il y a 15 ans. Il n'y a jamais eu aussi plus mauvais bilan. Je vous raconte simplement, moi, ce que je vis en tant que président de région. Quand vous avez la préfecture qui arrête, comme il y a 2 ou 3 ans, 40 ou 50 migrants, ils sont mis dans un hôtel. 24 heures après, ils sont évaporés dans la nature. Donc on voit bien qu'on manque de moyens, qu'il y a un certain nombre de décisions qui appartiennent à l'État et qu'ensuite il faut bien entendu une solution européenne. Mais la seule réelle et sérieuse solution, ce serait d'arriver à bâtir des plans Marshall, des plans de développement avec un certain nombre de pays pour que, au bout du compte, ces migrants se disent « mon avenir, il est chez moi ». Un mot encore sur l'Europe. On sent qu'elle a la peine à avancer sur la question migratoire. Comment vous expliquez, par exemple, que l'Allemagne, qui accueillait 1 million de Syriens en 2015, aujourd'hui, elle ne souhaite plus accueillir de demandeurs d'asile en provenance de l'Italie? Les Allemands, ils ont accueilli beaucoup de migrants parce qu'ils ont une démographie qui décline et qu'ils ont besoin d'avoir des salariés. C'est d'ailleurs une question qui finit par se poser en France aussi. C'est face au déclin démographique, face au manque de main-d'œuvre et de qualification, on va chercher des migrants pour pouvoir faire travailler nos usines. Mais aujourd'hui, ils disent stop, c'est fini, on n'accueille plus les migrants en provenance d'Italie. 80% d'augmentation de demandeurs d'asile et un résultat, c'est la montée des populismes partout en Europe, y compris en Allemagne. Là, on en parle parce que tout d'un coup arrivent 8000 migrants à Lampedusa. Mais en fait, l'immigration, c'est tous les jours. Et c'est sur celle-ci qu'il faut être en capacité de réduire au maximum et juguler au maximum le flux par toute une série de décisions, des décisions de justice plus faciles à exécuter, des OQTF qui sont en effet réalisés, des moyens supplémentaires à Frontex et un plan d'aide au développement majeur pour faire en sorte que ces pays puissent avoir un avenir. En France, le gouvernement prépare une loi immigration qui se veut équilibrée, fermeté et intégration, c'est ce que nous dit Emmanuel Macron. Est-ce que la droite, elle pourrait voter ce texte? Puisque vous dites qu'il faut déjà commencer par se réformer soi-même. D'abord, voyons le texte. Voyons le texte. En clair, il y a un chiffon rouge pour la droite, c'est la régularisation des étragers pour des métiers en tension. Est-ce que vous êtes pour? Mais les métiers en tension, ça ne se règle pas simplement en disant on va réguler ou régulariser les migrants qui sont en situation irrégulière. Quand on a des problématiques de main-d'œuvre et de qualification, ça veut dire qu'on prend des personnes avec lesquelles on a eu un dialogue et qui vous amènent à décider de les embaucher en France parce qu'ils ont des compétences, ont une qualification, parce que l'accès à la langue française est plus facile, etc., etc. Ça peut pas être simplement de dire
on ouvre les frontières, et puis après, on régularisera. Parce que là, ça veut dire très clairement qu'on continue à créer les conditions de l'aspiration. Oui, mais s'il y a sur le territoire des étrangers qui occupent, parce que les Français ne veulent pas des métiers en tension, est-ce que vous dites, bah oui, il faut les régulariser, c'est logique? Vous voulez que je vous dise, je le fais. La gauche, elle dit oui, la droite, elle dit non. Je le fais quasiment, pas chaque semaine, mais quasiment chaque mois. Quand vous avez un mineur non accompagné, que vous n'avez pas le droit d'expulser, qui est dans un centre de formation pour apprentis, dans un lycée professionnel, qui est un excellent élève, j'ai le souvenir, par exemple, d'être intervenu pour un boulanger, un futur boulanger, alors qu'on manque de main-d'œuvre sur ces questions-là. Bien entendu, ça a du sens, mais vous ne pouvez pas le faire de façon systématique. Donc vous dites, la droite, pourquoi pas, pourrait voter cette loi immigration, y compris s'il y a... Je ne vais pas vous le dire parce que je ne connais pas la loi, et vous non plus. Un dernier point là-dessus, Olivier Marleix, donc le patron des LR à l'Assemblée nationale, il menace de déposer une motion de censure si le gouvernement ne reprend pas complètement les propositions de la droite. C'est du bluff ou la droite pourrait déposer une motion de censure, quitte à ce qu'il y ait une dissolution et de nouvelles élections législatives? Écoutez, j'ai été parlementaire pendant un temps, je sais à quel point toutes ces déclarations méritent d'être pesées à l'aune des postures politiques. Voilà, après, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui, elle dysfonctionne de façon majeure parce qu'elle crée l'impuissance, avec l'idée qu'il y aurait un homme providentiel capable de tout régler. Elle empêche la création d'une coalition parce que vous avez un mode de scrutin qui, au lendemain de l'élection présidentielle, fait qu'un député qui a été élu contre la majorité d'Emmanuel Macron peut pas dire à ses électeurs « Bah écoutez, vous avez voté pour moi, maintenant je vais participer à une coalition gouvernementale ». Donc on voit bien que le mode de scrutin crée aussi, et le quinquennat crée les conditions de l'impuissance politique parce qu'on est incapable de pouvoir bâtir un programme politique où des forces politiques, comme dans tous les pays européens, décident d'être ensemble pour porter un projet. La France est très compliquée par rapport aux autres pays. D'une part, les Français ont leur caractère. Et puis, deuxièmement, il y a un autre sujet. C'est que ceux qui exercent le pouvoir sont sur des majorités et des socles électoraux extrêmement faibles. Vous avez 50 à 60% des Français qui votent soit pour l'extrême droite, soit pour l'extrême gauche, et qui disent « ce système-là, on n'en veut plus ». Donc après, vous comprenez que si vous n'arrivez pas à créer les conditions d'une coalition... Vous êtes pour une coalition comme le souhaite Nicolas Sarkozy, de la droite et d'Emmanuel Macron? Pas comme ça, parce que là... Ça, c'est clair, c'est non. Non, pas dans ces conditions. Parce que quand vous êtes député d'une circonscription et que vous faites campagne depuis des années contre Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous dire « finalement, je viens avec lui », parce que là, on vous dit « Monsieur, vous allez à la soupe ». Vous avez une nouvelle passion, c'est la passion Lisnard. David Lisnard, c'est le maire de Cannes. Vous parliez tout à l'heure de présidentiable et d'homme providentiel. Est-ce que David Lisnard, pour vous, il a l'étoffe d'un présidentiable? Écoutez, ça sera d'abord son choix. Vous savez, il faut avoir un brin de folie pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il a ce brin de folie? Non, mais le brin de folie au sens de la violence du combat politique. Est-ce qu'il a envie de cette violence du combat politique? Je n'en sais rien, vous lui poserez la question quand vous le verrez. Ce qu'il veut, c'est peser. Et peser en bâtissant et en construisant un projet politique où on sort des... en vérité, quand vous réfléchissez bien, la droite n'a pas eu de nouveau discours politique depuis Nicolas Sarkozy et 2007. Il a un nouveau discours là, politique. On travaille, on passe des journées. Vous voyez, vendredi dernier, on a été toute la journée avec des universitaires, des sociologues, pour réfléchir à cette question qui est une question majeure, c'est qu'est-ce qui est le lien aujourd'hui entre nous? Qu'est-ce qui fait nation? Qu'est-ce qui fait qu'on a un avenir commun? C'est des vrais sujets. Et il faut les aborder sans tabou, sans réflexe, sans posture, et essayer de comprendre comment on peut arriver à redonner du sens à cet idéal commun. Donc vous êtes séduit par David Lisnard, mais ça veut dire que Laurent Wauquiez, qui pourrait être le candidat naturel de la droite, il vous a pas convaincu? Écoutez, lui aussi fait son job à sa façon. Je sais qu'il est allé, par exemple, en Normandie, 2 jours à Cherbourg, sans presse, sans médias, sous les radars. Sur les ports, sous les radars. Tout ça, c'est très riche. On verra bien, au bout du compte, ce qu'il en sort. Mais vous voyez bien que, dans le contexte politique que j'évoquais tout à l'heure, il y aura nécessairement, à un moment ou à un autre, une convergence.
Parce que sinon, on sera tous éliminés. Un dernier mot, Nicolas Sarkozy estime que le candidat de la droite, il devra rassembler les amis d'Éric Zemmour, ceux d'Éric Ciotti, ceux d'Emmanuel Macron. Est-ce que Gérald Darmanin, en l'occurrence, peut être ce dénominateur commun? Je ne vois pas pourquoi. Son bilan de ministre de l'Intérieur est extrêmement mauvais. C'est zéro bilan, 100% opportunisme, Gérald Darmanin. C'est à peu près ça, sa construction politique. Bon, écoutez, ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup Hervé Morin, bonne journée à vous. Merci. Hervé Morin, effectivement, sans langue de bois ce matin sur France Info. Merci beaucoup.